Et l'histoire du boson de Higgs, c'est un peu la même chose, au sens où c'était une découverte qui oblige à complètement repenser le lien qu'il y a entre la matière et la masse. C'est-à-dire que dans nos représentations, ça vient de très loin, ça vient d'Aristote et sans doute d'avant, il y a une sorte de solidarité entre la notion de matière, le concept de masse et l'idée de substance. C'est-à-dire qu'on a du mal à imaginer ce que serait de la matière qui n'aurait pas de masse, ou même une particule de matière qui n'aurait pas de masse. Est-ce que ça a un sens? De la matière sans masse? Est-ce que c'est imaginable? Et réciproquement, de la masse qui ne serait pas incarnée en particules de matière, on ne voit pas très bien ce que ça pourrait vouloir dire. Ce qui veut dire que nous ne parvenons pas à penser l'idée de masse sans penser en même temps l'idée de matière, et réciproquement, comme si ces deux notions étaient intrinsèquement liées l'une à l'autre, étaient solidaires d'une façon qu'on ne peut pas défaire. Eh bien, c'est cette solidarité que la découverte du boson de Higgs oblige à revoir complètement, et peut-être même à abandonner. Et pour comprendre comment ça s'est passé, il faut revenir disons, à la naissance de la physique moderne avec Galilée, qui énonce la première loi physique qu'on n'ait jamais énoncée dans cette période dite moderne, et elle concerne la chute des corps. Galilée est sans doute le premier à comprendre qu'une loi physique peut contredire l'observation. En général, on dit la physique, elle est là pour décrire le réel, comprendre ce qu'on observe, etc. Et non, Galilée dit une loi physique peut contredire l'observation. Elle fait en somme le pari qu'on peut décrire le réel par l'impossible. On peut décrire ce qu'on observe grâce à des lois qui disent le contraire de ce qu'on observe. Et l'exemple immédiat, c'est celui que je viens de citer, c'est-à-dire la chute des corps. Si vous faites tomber des corps de masses différentes, par exemple des boules de pétanque et des balles de ping-pong, par exemple, eh bien vous verrez que les boules de pétanque touchent le sol plus rapidement que les balles de ping-pong parce qu'elles tombent plus vite. C'est-à-dire une loi qui a été enseignée pendant des siècles, à partir d'Aristote sans doute, cette idée que les corps tombent d'autant plus vite qu'ils sont plus massifs. Et cette loi est vraie puisqu'elle est conforme à l'observation. Et Galilée se pose la question de savoir s'il suffit qu'une loi soit conforme à l'observation pour être vraie. Et contrairement à ce qu'on lit dans la plupart des livres mal écrits, il n'est jamais monté au sommet de la tour de Pise pour faire des expériences. D'accord ? Puisque s'il avait fait ces expériences, en convoquant tous les sorbonnards de l'époque qui étaient aristotéliciens, il leur a démontré ce qu'il savait déjà, à savoir que les objets les plus massifs touchent le sol avant les objets les plus légers. Donc l'expérience de la tour de Pise, si elle avait été faite, aurait confirmé la loi que Galilée voulait interroger. Et donc ce qu'a fait Galilée, c'est tout à fait autre chose, et pour le comprendre, il faut lire son discours sur les deux systèmes du monde, dans lequel il fait parler trois personnes, dont l'une s'appelle Salviati, c'est son porte-parole, et Salviati démontre que la loi d'Aristote est logiquement fausse. C'est-à-dire, il est impossible, logiquement, qu'elle soit vraie, bien qu'elle soit conforme à l'observation. Et l'expérience qu'il met en scène, c'est une expérience de pensée, c'est-à-dire c'est pas une expérience qu'on réalise, mais c'est une expérience qu'on imagine, et on regarde à partir de l'hypothèse que les lois dont on parle sont exactes, à quelles conséquences l'application de ces lois à cette situation qu'on imagine conduirait. Et la situation qu'il imagine, c'est je prends une boule de pétanque, une balle de ping-pong, la loi d'Aristote me dit que la première tombe plus vite que la seconde, mais mon expérience de pensée commence lorsque j'imagine que ces deux objets vont être reliés par une corde ou par une ficelle. Si je relie les deux objets par une ficelle, je fabrique un système qui est plus lourd que la boule de pétanque toute seule. Que dit la loi ? Ce système étant plus lourd que la boule de pétanque toute seule, va tomber plus vite que la boule de pétanque toute seule. Mais en même temps, pendant la chute, la balle de ping-pong qui tombe moins vite va tendre la corde et la balle de ping-pong va faire parachute.
et donc freiner la chute de la boule de pétanque qui du coup tombera moins vite que lorsqu'elle était seule. On a donc deux conclusions issues de l'application d'une même loi, celle d'Aristote en l'occurrence, qui conduisent à deux conclusions contradictoires l'une avec l'autre. Et Galilée dit, la seule façon de résoudre la contradiction, c'est d'imaginer que la boule de pétanque tombe exactement à la même vitesse que la balle de ping-pong, ce qui n'est pas ce que nous voyons. Et donc vous avez une loi qui oblige à réinterpréter les faits pour établir l'accord, parce qu'il faut qu'à la fin il y ait quand même un accord. Et en l'occurrence, il faut dire que lorsqu'on fait tomber des objets, il y a la gravité qui les fait tomber tous à la même vitesse, et une autre force, la résistance avec le milieu, l'air par exemple, qui a des effets cinématiques différents sur les objets légers et sur les objets lourds, et c'est cette résistance de l'air, et elle seule, qui crée la différence de vitesse entre les objets lourds et les objets massifs. La chute des corps, ou la gravité en l'occurrence, n'a aucun rôle discriminant dans les vitesses à laquelle les objets tombent. Ce qui veut dire que les lois physiques, on ne les déduit pas d'observation. Il ne suffit pas de regarder et d'en déduire des comportements qui seraient réguliers. Les lois physiques, il faut aller les chercher, elles sont cachées en fait. Donc pour les trouver, il faut d'abord théoriser et ensuite expérimenter dans des conditions particulières pour voir si les théories qu'on a construites corroborent les résultats des expériences qu'on peut réaliser. La chute des corps, d'ailleurs, a une belle anagramme qui est hors du spectacle. C'est-à-dire la loi de la chute des corps, elle est hors du spectacle, ce qui n'est pas mon cas. Bon, ce soir en tout cas. Donc, ce que je vais vous raconter maintenant à propos du boson de vivre, vous allez voir que c'est exactement la même histoire. C'est exactement la même histoire. C'est-à-dire que entre la démarche suivie par Galilée, je parle de la démarche intellectuelle, et celle qu'ont suivi les physiciens pour trouver le boson de Higgs, et c'est une recherche qui les a tenus en haleine pendant 50 ans, c'est le même truc. Évidemment, avec des moyens théoriques et des moyens expérimentaux complètement différents, mais c'est la même trame de raisonnement. Alors, j'ai parlé de l'atome. L'atome, assez rapidement, on s'est rendu compte qu'il était donc pas composite. À l'intérieur, il y a un noyau qui est constitué de protons et de neutrons, avec une force qui les lie très fortement les uns aux autres, qu'on appelle l'interaction nucléaire forte. Il y a des électrons qui tournent autour de tout ça. Il y a même une autre interaction nucléaire qui est une interaction nucléaire faible, qui est responsable de la radioactivité bêta, peu importe les détails. Ce qu'on comprend, c'est que l'atome est un édifice composite au sein duquel il y a des particules. Certaines sont élémentaires, et ces particules élémentaires, en s'associant, font des particules composites. Bon. Les particules élémentaires dans le noyau, ce sont des quarks, qui sont les constituants des protons et des neutrons, qui interagissent entre eux en échangeant des gluons. Bon. Et la question qui s'est posée, notamment après la Deuxième Guerre mondiale, quand on a mis en service des accélérateurs de particules de plus en plus puissants, en Europe, en URSS, aux États-Unis, c'est qu'on découvrait beaucoup de nouvelles particules, on faisait des collisions entre des faisceaux de particules et des cibles fixes, et il y avait une grosse activité dans ce domaine. Et la question a été de savoir comment est-ce qu'on peut décrire les forces. Alors en physique, on ne parle plus tellement de force, on parle d'interaction. La différence étant qu'une force, par définition, ne change pas la nature des objets auxquels elle s'applique. Dans la gravitation, elle fait tourner les planètes autour du Soleil. Elles ne changent que leur position, mais elles ne changent pas leur nature, leur structure, leur forme, leur constitution. Donc la gravitation s'applique aux objets simplement en déplaçant ces objets sans changer les objets eux-mêmes. Et une interaction, en revanche, c'est quelque chose qui peut changer la nature des objets auxquels elle s'applique. Par exemple, l'interaction nucléaire faible est une interaction qui est capable de transformer un neutron en un proton. Ou bien elle est capable de transformer un électron en un neutrino, qui est une particule complètement différente, puisque l'électron a une charge électrique non nulle, alors que le neutrino a une charge électrique nulle. Et donc il y a des transformations qui sont induites par les interactions qui n'étaient pas pensées dans le cadre de la physique classique, puisqu'à cette époque-là, on raisonnait en termes de force, avec les conséquences que je viens de dire. Et donc, les gens se sont dit, comment décrire les forces? Est-ce qu'elles sont... Bon, elles sont très différentes, hein, d'un point de vue phénoménologique.
elles n'ont rien à voir les unes avec les autres. L'interaction électromagnétique, par exemple, est à très longue portée. Elle est tantôt attractive, tantôt répulsive, selon le signe des charges en présence. Alors que l'interaction nucléaire, c'est une interaction de très courte portée, presque une interaction de contact. Deux particules interagissent, elles se touchent. Si elles s'éloignent un tant soit peu l'une de l'autre, de quelques fermis, 10 puissance moins 15 mètres, l'interaction s'annule. Donc c'est presque comme de la colle. D'où le nom de gluon, d'ailleurs associé aux particules qui médiatisent cette force. C'est de la colle. Et donc ce sont des forces, ou des interactions plutôt, qui, d'un point de vue phénoménologique, conduisent à des phénomènes complètement différents dont on ne voit pas très bien ce qui pourrait les unifier. Et les gens se sont dit, mais peut-être qu'il y a une façon mathématiquement identique de les décrire toutes les trois. Je dis toutes les trois parce que j'exclus la gravitation, pour une raison toute simple, c'est que la gravitation est une force qui évidemment s'impose à nous, à notre échelle, qui a d'ailleurs été la première à être découverte par les physiciens, mais c'est la plus faible, elle est ridiculement faible en intensité. Elle vous permet d'être assis sur vos chaises ce soir, et même pas seulement ce soir, chaque fois que vous êtes assis sur une chaise, c'est grâce à la gravitation, parce que chacun des atomes de votre corps est attiré par chacun des atomes de la Terre. Dans votre corps, il y a énormément d'atomes, dans la Terre, il y en a encore plus. L'intensité de la force qui relie un atome de votre corps à l'intensité, à un atome de la Terre, cette force, en fait, est quasiment nulle. Mais votre poids résulte du fait que toutes ces forces nulles s'ajoutent, et la résultante de ces petites forces microscopiques qui s'ajoutent, c'est votre poids. Donc la gravitation s'impose à grande échelle parce qu'on a affaire à des objets très grands, constitués de beaucoup d'atomes. Mais si vous prenez un atome d'hydrogène, par exemple, avec un proton et un électron, ce proton et cet électron, ils s'attirent par l'interaction électrique, c'est sur des charges opposées, mais ils s'attirent également par la gravitation. Parce que l'électron a une masse non nulle, le proton, qui est le noyau de l'hydrogène, a également une masse non nulle, donc ces deux objets s'attirent par la voie électrique et par la voie gravitationnelle. Et quand vous faites le calcul, vous vous rendez compte que l'intensité de la force gravitationnelle qui les relie l'un à l'autre est 10 puissance 42 fois plus petite que l'interaction électrique. C'est-à-dire que l'intensité de la gravitation, c'est zéro par rapport aux autres forces, de sorte que quand on fait de la physique des particules et qu'on ne s'approche pas trop près du Big Bang, on peut négliger la gravitation.